Alors bonsoir à tous. Alors merci pour votre invitation. Alors je vais ce soir vous parler de plus précisément du basculement qu'on a vu s'accélérer parce qu'il avait bien commencé avant la guerre en Ukraine, mais du basculement du centre de gravité de la géopolitique mondiale et plus particulièrement de la région du Moyen-Orient qui est ma région de prédilection. Et pourquoi? Parce que vous le voyez très bien, nous sommes en plein brouillard de guerre. Nos chaînes d'infos se font le relais de certains lobbies, de certaines puissances qui nous brouillent le regard et les analyses sur cette guerre et sur tout ce qui se passe autour, surtout. Et alors que la plupart de nos grands experts de plateau nous évoquent à l'envi l'isolement de la Russie, si on est informé, si on arrive à chercher l'information en dehors des médias mainstream, on peut s'apercevoir que c'est loin d'être le cas, malgré tout ce qu'on peut nous dire tous les soirs, tous les midis, tous les jours. Et on pourrait même dire que malgré cela, voire en parallèle avec la guerre en Ukraine, ce conflit n'a aucun impact sur la présence et sur l'influence du Moyen-Orient aujourd'hui, et peut-être même bien au contraire. Donc c'est de ça dont ce soir je vais vous parler. Alors j'avais déjà évoqué dans un de mes livres qui s'intitulait Poutine d'Arabie et qui a été publié en 2020 où j'expliquais pourquoi et comment la Russie était devenue depuis ces 10 dernières années incontournable au Moyen-Orient. Et j'avais quelque part lancé les jalons sur cette influence qui s'est confirmé donc par la suite, et donc je ne pensais pas qu'avec un conflit en plein cœur de l'Europe, il y ait cette confirmation, mais effectivement, malgré tout, on a vu, et on va en parler, il y a quelques épisodes quand même importants qui se sont déroulés au Moyen-Orient et qui rappellent que tout ce qu'on nous dit, c'est beaucoup de pipeaux et de propagande. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison. Alors je vais un peu vite, je vais écourter mon intervention, comme ça on pourra échanger, ce sera beaucoup plus interactif et beaucoup plus intéressant. Donc je vais résumer, essayer d'être très synthétique, mais précis malgré tout. Parce que donc, comme je l'expliquais dans mon ouvrage, la Russie, depuis une dizaine d'années, au début des printemps arabes, a commencé par une erreur. L'erreur, ça a été d'accorder un blanc-seing, on va dire, une autorisation, entre guillemets, pour l'intervention en Libye, qui n'était pas prévu pour destituer, on va le voir par la suite, pour éliminer physiquement Kadhafi. C'était simplement, enfin c'était les Occidentaux qui avaient vendu ça à la Russie pour stopper les troupes de Kadhafi qui s'apprêtaient à massacrer comme des rats, je cite, les rebelles à Misrata. Les Russes ont donné leur accord, enfin se sont abstenus pour la résolution de l'ONU, et on a vu les Occidentaux n'ont pas respecter leurs promesses, puisque ce sont particulièrement nos forces spéciales qui sont allées chercher Kadhafi pour les livrer aux rebelles, et vous avez tous vu ce qui s'est passé par la suite. Je vous passe les détails des vidéos qui sont assez hardcore, on va dire. Donc après cela, les Russes se sont dit on ne fera plus la même erreur, notamment pour la Syrie, on va en parler, et comprenant qu'ils avaient été roulés dans la farine par les Occidentaux, ils vont notamment en Syrie, encore une fois, s'opposer à toutes les résolutions de l'ONU qui voulaient engager, encore une fois, une opération militaire pour aider les soi-disant rebelles démocratiques, pacifiques, tout ce que vous voulez, progressistes, en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Pourquoi la Russie s'est opposée à cela? Parce que la Russie avait déjà une autre grille de lecture, une autre analyse de ce qui était en train de se passer pendant les printemps arabes. Les Israéliens avaient la même. Donc les Russes, on l'expliquera rapidement plus tard, qui ont une très grande connaissance de cette région, avaient compris que ce qu'on nous vendait encore une fois les médias, ça n'allait pas être le grand vent des peuples comme ça s'était passé au XIXe siècle en Europe, et qu'au contraire, ça serait, après les printemps arabes, un hiver islamiste. Et les faits leur ont donné raison. Et nous étions quelques-uns en France à dire la même chose,
surtout des chercheurs de terrain, que vous connaissez sûrement, spécialistes de la Syrie. Donc moi j'étais en Égypte pendant la Révolution, pendant un mois, donc j'ai vu de visu ce qui était en train de se passer, et j'ai très vite compris, donc je suis arrivé 2 jours avant le départ de Moubarak, et je suis resté 1 mois par la suite, et j'ai très vite compris que l'organisation, l'opposition politique la mieux organisée, la mieux structurée, et qui était prête à prendre le pouvoir, s'il y avait des élections, et les élections étaient prévues, puisque tout le monde en voulait, surtout en Occident, c'était les Frères musulmans. Les Frères musulmans qui est une organisation supranationale, basée en Égypte et originaire d'Égypte, qui a été créée en 1928, mais qui est l'organisation la plus dangereuse sur le plan de l'islam politique. Je le dis même encore aujourd'hui, plus dangereuse que Daesh et Al-Qaïda. Je vous le dis, je vous expliquerai, je rentrerai peut-être dans les détails par la suite. Pourquoi? Parce que cette organisation a la même matrice idéologique qu'Al-Qaïda et Daesh. C'est-à-dire, l'objectif ultime, c'est le califat, la charia absolue. La seule différence avec ces 2 organisations terroristes, c'est que les Frères musulmans adoptent la taqiyya et ont opté pour une prise du pouvoir pacifique, entre guillemets. C'est-à-dire en utilisant les moyens démocratiques. C'est pour cela qu'ils ont bien vendu leur projet aux Occidentaux, qui ont cru comme des enfants de cœur. Et donc en Égypte, en Tunisie, en Libye, après les printemps arabes, les révolutions, toutes les élections qui ont été organisées ont été gagnées par les Frères musulmans. Et c'était l'analyse des Russes, et encore une fois des Israéliens, et de quelques-uns comme votre serviteur ici présent, qui avait fait cette analyse. Ça, c'était dans le meilleur des cas, si on peut dire. Mais on a vu la suite aussi, avec les années, la petite année qu'ils ont passée au pouvoir en Égypte, par exemple, ça a été catastrophique. Mais dans le pire des cas, c'était des rébellions qui se sont transformées en actions armées, en guerre civile, comme en Syrie, comme en Libye aussi, hein, au Yémen aussi. Et en Syrie, très vite, et les petits groupes, alors c'est vrai que la minorité des groupes qui avaient initié ces révolutions, c'était des jeunes étudiants des capitales arabes, mais issus plutôt de la bourgeoisie de ces capitales, ont été très vite dépassés, voire phagocytés par des groupes plus extrémistes, très vite, et notamment en Syrie. Je ne vais pas m'épancher sur les autres exemples, mais en Syrie, ça a été exactement le cas. Et donc le discours des Russes était clair, c'est que si vous avez Bachar el-Assad qui tombe, et ils le disent aux Occidentaux qui ne voulaient rien entendre, hein, ne croyez pas que vous allez avoir une belle démocratie à la mode norvégienne. Vous aurez des islamistes. Donc ça, pour nous, c'est interdit. Donc ça, c'est une ligne rouge pour nous. Et les Israéliens disaient la même chose. J'étais en Israël en 2012-2013, et des généraux israéliens me disaient, vous savez, Bachar el-Assad, on ne l'aime pas beaucoup. Même on le déteste. Mais on préfère le diable qu'on connaît que le diable qu'on ne connaît pas. Et donc à partir de là, pendant 10 ans, pendant presque, on va dire 4 ans, pendant 4 ans au niveau diplomatique, les Russes vont s'opposer à toutes les résolutions de l'ONU votées par les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qui voulaient une intervention armée. Je vous rappelle 2013, lorsque M. Hollande, avec ses petits bras musclés, voulait attaquer à Damas en représailles au gazage de la Ghouta. Heureusement, ça s'est réglé de manière diplomatique. Ils se sont opposés donc contre vents et marées, contre tsunami et ouragan, je dirais même, contre toutes ces résolutions à l'ONU. En 2015, ils interviennent militairement. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez les mêmes spécialistes et les grands experts militaires que vous voyez sur les plateaux, souvent des généraux qui n'ont jamais entendu de balles, mis à part des balles de tennis siffler à leurs oreilles durant leur carrière, qui nous expliquaient déjà à l'époque, et ce sont les mêmes, c'est pour ça que ça me fait rire, qui nous expliquaient à l'époque que l'intervention russe serait un fiasco, ça serait un nouvel Afghanistan, il y aurait une guerre avec Israël, un tas de sornettes qui sont révélées totalement fausses a posteriori. En parallèle à son intervention en Syrie, là aussi, nous avions d'autres experts qui nous disaient, avec son intervention en Syrie, avec leur intervention en Syrie, les Russes vont complètement se discréditer dans le monde arabe. Le problème, c'est qu'il y a dans le monde arabe une contre-révolution avec le général Sissi, en premier lieu, qui fait un coup d'État en 2013 et qui va écraser les frères musulmans et qui, ayant senti le boulet, va
carrément les rayer de la carte politique dans le pays, ce qui était une chose historique. Et avec Sisi vont venir créer une sorte d'alliance, ce que j'appelle l'entente Égypte, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite à partir de 2015, car là encore une fois on dit beaucoup de bêtises sur ce pays, puisque l'Arabie Saoudite d'après 2015, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, ne sera plus jamais la même que celle d'avant 2015. J'aurai peut-être l'occasion de m'expliquer. Donc cette alliance avec Sisi à partir de 2013, avec l'Arabie Saoudite qui l'a rejoint avec Mohammed Ben Salman, le prince héritier, qui est en fait l'homme fort du régime, le futur roi, et le Mohammed Ben Zayed, le prince héritier à l'époque, qui est aujourd'hui le prince régnant, le roi, l'émir des Émirats Arabes Unis. Ils vont s'opposer partout, bien sûr dans leur pays, mais partout dans la région, à l'influence et au jeu que jouaient à l'époque le Qatar et la Turquie. Le Qatar et la Turquie, avec M. Erdogan, qui est issu des frères musulmans, qui partout avaient compris qu'à la faveur de ces révolutions, c'était l'occasion pour eux de placer dans toutes les capitales leurs sbires, frères musulmans tunisiens, frères musulmans égyptiens, frères musulmans marocains, frères musulmans syriens, afin d'agrandir leur influence. Et ils ont failli y arriver. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés au pouvoir en Égypte. Je vous ai expliqué comment ça s'est terminé au bout d'un an. Ils sont arrivés au pouvoir en Tunisie. Ils ont été écartés par, non pas par l'armée cette fois-ci, mais par la société civile qui est bien organisée en Tunisie. En Libye, ils ont rencontré l'opposition d'un ancien général de Kadhafi, le maréchal Haftar. Donc partout, l'opération du Qatar et de la Turquie s'est avérée un fiasco. Aujourd'hui, on peut dire, enfin, du moins à partir de 2020, jusqu'en 2020, pardon, l'opération, enfin, la stratégie qataro-turque a échoué, puisque cette entente dont je vous ai parlé, avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, encore une fois, a réussi partout à stopper ces révolutions et notamment l'arrivée au pouvoir de ces frères musulmans et de ces islamistes. Et bon, pour revenir à la Syrie, alors qu'il y avait l'intervention en Syrie de la Russie pour soutenir Assad, appuyée par les Iraniens, entre autres, très vite, donc cette alliance dont je vous ai parlé va se rapprocher de la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'apercevoir que pendant donc, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 2017-2018, où la Russie va commencer à remporter clairement la partie en Syrie, encore une fois, à contrario de tout ce que nous disaient nos experts. Hein. Ils vont se rapprocher de la Syrie, pourquoi? Parce qu'ils avaient, de la Russie, pardon, pourquoi? Parce qu'ils avaient les mêmes objectifs que la Russie. Et en fait, le message des diplomates de M. Lavrov était clair. À ces nouveaux dictateurs, on les appellera comme on voudra, dictateurs, autocrates, comme Sisi, MBS ou MBZ, hommes forts, on va dire, le message était clair des Russes. Voyez, nous, ce qu'on a fait en Syrie. Nous sommes des alliés fidèles et fiables. Malgré tout ce que je vous ai expliqué, les pressions internationales, ils ont tenu le coup. Et en plus, lorsqu'il a fallu intervenir de manière militaire, ils l'ont fait. Et en plus, avec succès. Et à partir de là, la Russie est rentrée dans cette alliance. Parce que le message était clair. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux. Vous gérez vos pays comme vous voulez. Dictature, démocratie, non, on s'en fout. Nous ne faisons pas d'ingérence, pas de leçons de morale. On va en reparler. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est de frères musulmans et d'islamistes. Donc à partir de là, si vous combattez ces mouvements, que ce soit frères musulmans, Daesh ou Al-Qaïda, on peut être des partenaires, voire des alliés. Et c'est ce qui va se passer. Et je saute dans le temps et on arrive à la guerre en Ukraine. Et on pensait, enfin les Occidentaux pensaient que la Russie serait isolée. Mais en fait, ce pacte passé avec ces 3 pays qui sont quand même des pays importants, l'Arabie Saoudite, le pays le plus riche et patron de l'OPEP, dans le monde arabe, l'Égypte est le pays le plus peuplé, l'État le plus ancien, le pays le plus puissant militairement, et les Émirats Arabes Unis, qui est une sorte de petite Venise, la République de Venise du Golfe, elle a tenu. Parce que malgré les pressions américaines de l'administration Biden, ces 3 pays ont refusé de voter les sanctions contre la Russie. Mais il n'y a pas que ces 3 pays, tous les autres pays du monde arabe, comme les pays d'Amérique, la majorité des pays d'Amérique latine, la majorité des pays d'Asie. Ils ont tous refusé de suivre les sanctions, de voter les sanctions contre la Russie à la suite de l'intervention russe en Ukraine. Il y a eu quelques condamnations verbales
à l'ONU quelques résolutions, mais pas de sanctions concrètes, aucune sanction. Et lorsque, bon, moi je reviens d'Égypte, j'étais en Égypte il y a 2 mois, et rapidement, hein, je vais vous citer une phrase d'un officier égyptien qui me disait, ça résume très bien le message dont je suis en train de vous passer. Il me disait, mais vous êtes fous, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, vous, Européens. Nous, on pense d'abord à nos intérêts. Nous avons un partenariat depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui avec les Russes sur le blé, sur le pétrole. Donc il est hors de question que nous allions contre nos intérêts en votant des sanctions contre la Russie. Donc ils sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes que nous. Pour eux, ce conflit, c'est un conflit lointain, entre occidentaux, et ils n'ont pas du tout la même grille de lecture que nous, enfin, que nos médias ou la majorité de nos experts qui sont à la mode. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à LCI ou BFM, mais surtout parce que le message, là aussi, je vous rapporte des propos qu'on m'a dit en Syrie, en Égypte, en Algérie ou au Maroc. Les Russes, on les a vus à l'œuvre, nous, en Syrie. Et c'est même eux qui m'ont fait rappeler que ces analyses, les premières analyses de l'intervention russe en Syrie, comme je vous le disais tout à l'heure, elles étaient très négatives, très pessimistes. Donc nous, on les a vus à l'œuvre, on a vu qu'au bout de 10 ans, ils ont remporté le conflit. Alors certes, ce n'est pas le même conflit, pas la même ampleur, pas le même contexte, pas la même nature, mais les Arabes dans leur majorité, et je vous parle des dirigeants comme du peuple, hein. C'est impressionnant aussi lorsque je promène dans les rues du Caire ou ailleurs, que je parle à des Égyptiens, ils sont persuadés que les Russes ne vont pas perdre. Ne vont peut-être gagner, mais du moins ne vont pas perdre. Et que tout ce qu'on nous dit dans les médias, ce n'est que pure propagande. Après, là-dessus, il faut rappeler une analyse simple d'historien. Ce que je rappelle toujours, les Russes ont toujours mal commencé leur guerre, mais ils ont toujours bien terminé. Alors on me dit souvent, oui, ça c'est un argument de géopolitologue de comptoir lorsque je dis que les Russes sont des joueurs d'échecs. C'est pas tant un argument de comptoir parce que lorsqu'on sait que les échecs sont une matière à part entière dans les écoles russes, très jeunes dans la maternelle, et lorsqu'on s'intéresse un peu aux échecs, je pense qu'il y en a parmi vous, savent que la plupart des grands joueurs d'échecs russes sont souvent des spécialistes de fin de partie. Les fins de partie, c'est lorsque tout va mal, mais qu'il y a un rebondissement à la fin de la partie. Tout cela, ça se vérifie à chaque fois dans l'histoire des guerres russes. À chaque fois, allez demander à Napoléon, si on avait un médium, on pourrait demander au médium qui interroge Napoléon ou Hitler, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours une constance dans la stratégie militaire russe, au-delà des régimes, que ce soit sur pendant l'Empire russe ou sous l'ère soviétique. Il y a une adaptation au conflit, et surtout une approche au temps long et à la guerre d'usure. Ils sont spécialistes dans ce genre de guerre, donc ils se réadaptent très vite. Et surtout, ils sont des pragmatiques. Alors je ne rentre pas dans les détails politiques, idéologiques, philosophiques de cette guerre, je reste sur le plan vraiment militaire, parce que c'est ce qui ressort le plus de mes conversations dans le monde arabe. Donc voilà pour le constat. Et ça se confirme par les actes, ce ne sont pas que des paroles. Alors là, je vous citerai un exemple, ça a été rapporté bien sûr, parce que par conscience professionnelle, je pense, dans les médias, mais qui n'a pas soulevé tant de précision que ça, alors que c'est un événement historique. C'est la visite humiliante de Biden en Arabie Saoudite. Pourquoi? L'été dernier, c'était en juillet dernier. En fait, Biden voulait faire ce qu'avait fait Ronald Reagan dans les années 85-86. Qu'avait fait Ronald Reagan? On va faire un peu d'histoire. Qu'avait fait Ronald Reagan en 85-86? Il avait dit, bon, nous étions en pleine guerre froide, à la fin de la guerre froide, il veut dire, bon, on va donner le coup de grâce à l'URSS avec le pétrole. Donc il a envoyé des conseillers voir le roi de l'époque, le roi d'Arabie Saoudite de l'époque, en lui demandant d'augmenter la production pour faire baisser les prix. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, vous avez la vraie raison de la chute de l'URSS. On vous a parlé de l'Afghanistan, on vous a parlé de l'économie, on a parlé de la guerre des étoiles. Mais lorsqu'on gratte bien, et on en parle peu, hein, même les historiens, c'est là la vraie cause de la chute de l'URSS. Les prix du pétrole se sont écroulés à cause de l'Arabie Saoudite,
enfin, sous les ordres américains, mais avec l'OPEP et l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que l'URSS est tombée. Donc Biden a voulu faire la même stratégie. Mais comme je vous l'ai dit, l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'avant 2015. Et ça, c'est un événement historique. C'est un séisme au niveau géopolitique. Parce que, je vous le rappelle, l'Arabie Saoudite a toujours obéi au doigt et à l'œil des États-Unis, depuis le pacte du Quincy. Et là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi, rapidement, c'est un opposant du royaume qui a été découpé vivant par des sbires de MBS. Et là, ça a été le prince héritier qu'on présentait comme un jeune prince réformateur est devenu un monstre. Bon, après, à juste titre, à chacun, mais bon, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas Mère Teresa ni le pape, je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale ou pas, je suis un géopolitologue, j'essaie de rester froid et réaliste et pragmatique. Et à l'époque, donc 2018, nous étions en 2018, le monde entier s'est détourné de l'Arabie Saoudite. Sur la scène, en coulisses, on faisait encore du commerce, bien sûr. Toujours la même hypocrisie, vous voyez. Et il n'y a que deux personnes qui ne se sont pas détournées de MBS, c'est Vladimir Poutine, bien sûr, et Donald Trump. Et à partir de là, MBS s'est fait beaucoup plus discret, mais il a continué la purge de son royaume. Il est en train de moderniser son royaume, et surtout, il a combattu comme jamais, il combat comme jamais l'islam politique et l'islam salafiste. Ça, c'est historique aussi, dans la région. Et c'est pour cela qu'en 2017, il y a déjà un prémisse, ce que j'écris dans mon livre, un prémisse de ce basculement au Moyen-Orient, parce que comme je viens de vous le dire, l'Arabie Saoudite était l'opposant géostratégique majeur de l'URSS pendant la guerre froide. On l'a vu en Afghanistan, je viens de vous le dire avec le pétrole. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2017, en octobre 2017 voyant que leur politique sur le pétrole ne fonctionnait pas contre la Russie, par rapport à la guerre en Syrie, l'Arabie Saoudite, avec le nouveau roi Salman et surtout son fils, ils vont changer de stratégie. Ils vont se dire, bon, apparemment les Russes vont gagner, ça fait 2 ans qu'ils sont en Syrie et remportent de nombreuses victoires, ils vont gagner, donc on va changer de stratégie. Et surtout que les Américains, avec M. Obama qui vient de signer un accord avec les Iraniens, sont en train de nous lâcher. Donc on va changer de stratégie et on va discuter avec les Russes. Et là, il y a une visite historique, le roi Salman, le premier roi d'Arabie Saoudite, en visite à Moscou, en 2017. Et donc les Saoudiens vont à Canossa et demandent à Vladimir Poutine et aux Russes, bon, on va discuter parce qu'on comprend bien que vous êtes sur la bonne voie de réussir ce que vous aviez prévu en Syrie et ailleurs. Et les Russes disent, il n'y a pas de souci, nous discutons avec tout le monde. Le seul truc qu'on vous demande, c'est de faire le ménage chez vous. Les salafistes, tout ça, chez nous, même en Syrie, nous avons des milices salafistes. Faites le ménage chez vous et dans la région, et notamment en Syrie. Bon, le roi, qui est un vieux roublard, un vieux loup de la politique, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est d'autres princes, mais il faut que je ménage à Chèvre-le-Chou. Et là, il y avait le jeune prince MBS qui levait la main et dit, moi, je vais faire le ménage. Et c'est à partir de là qu'il va devenir un très proche partenaire de Poutine. Parce qu'il va véritablement faire le ménage. Chez lui, à l'international aussi, mais aussi en Syrie. C'est-à-dire les milices salafistes qui étaient financées par certains princes saoudiens vont être carrément éradiquées. Et là, sur ce plan politique et par rapport à la guerre en Syrie, va se greffer un autre point très important, c'est l'accord OPEP-Russie. Là aussi, c'est historique. La Russie est rentrée en partenaire principal et négociateur des accords OPEP-Russie de l'automne 2017 aussi, pour gérer le cours du pétrole. Et lorsqu'arrive donc M. Biden, qui avait beaucoup critiqué durant sa campagne et durant son premier mandat, en disant le prince héritier c'est un boucher, c'est un paria, on veut que le roi le destitue, il ne faut pas qu'il devienne roi d'Arabie Saoudite. MBS faisait le dos rond. Et là, le problème, c'est que Biden, avec sa guerre en Ukraine, lorsqu'il a vu que personne, à part l'Occident, ne votait des sanctions contre la Russie, et que les prix du pétrole restaient élevés, et donc ça permettait à la Russie de financer sa guerre, ses conseillers à Biden, il dit, là, on a besoin de l'Arabie Saoudite. Aïe, le problème, c'est que je ne fais que le critiquer, il va falloir s'humilier, rabaisser son capé et aller voir le roi. Visite humiliante. Alors, je ne vous dis pas dans les médias arabes, ça a été une véritable humiliation. Donc, il vient rendre visite au prince, avec un accueil très froid, et
Et donc il dit au prince, voilà, bon, excusez-moi, je vous ai traité de voyou, de bandit, mais là j'ai besoin de vous, il faudrait que vous augmentiez la production de pétrole pour faire baisser les prix. Et le roi lui dit, ben, écoutez, je vais réfléchir. Bon, pendant que j'ai réfléchi, vous libérez ce que j'avais, parce qu'il avait négocié avec Trump la vente d'armes, l'importante vente d'armes, et Biden, arrivé au pouvoir, son administration avait bloqué cette vente. Donc MBS, qui est très malin, malgré son jeune âge, il a mis ça dans la balance, donc Biden a dit, oui, oui, tout de suite, je lève le veto et vous pouvez récupérer les armes que vous avez payées. Ok. Une semaine après, alors qu'MBS lui avait dit, donc je réfléchis sur ce que vous m'avez proposé, mais il faut que je réfléchisse et que je voie un peu ce que je peux faire. Et une semaine après, coup de théâtre, le roi annonce qu'au contraire de relever, d'augmenter la production, il va la réduire. C'est un véritable bras d'honneur à M. Biden. Il va la réduire. Alors au début, oui, il a fait un petit geste. Au bout de quelques jours, il avait réduit de 200 000 barils, ce qui est dérisoire. Hein. Et une semaine après, comme je viens de vous le dire, il va augmenter la production en accord avec les Russes. Et là, les prix vont s'envoler et d'autant plus permettre à la Russie de tenir face aux sanctions occidentales. Donc cet événement qui n'a pas été jugé à sa juste valeur par nos grands experts, il est, comment dire, il est quand même révélateur de ce grand basculement dont on voit, dont on est témoin aujourd'hui. Ensuite, vous avez vu que l'Arabie Saoudite se tourne de plus en plus vers la Chine. Elle a accepté, ils ont annoncé qu'ils accepteraient le yuan comme monnaie commerciale pour vendre leur pétrole à l'Arabie Saoudite. L'accord récemment entre l'Iran, l'accord de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine. Donc on voit que les Américains perdent complètement la main dans cette région. Mais depuis l'administration Biden, hein, c'est en fait l'administration Biden qui est composée d'idéologues, leur politique dans la région a été simplement basée sur la déconstruction de la politique de Trump, qui était une politique réaliste et qui avait porté ses fruits. Je vous rappelle que Trump est quand même à l'origine d'un accord de paix entre 4 pays arabes et Israël. Il y en a qui ont eu le prix Nobel de la paix pour moins que ça, entre autres. Je vous rappelle que Trump est le seul président en 40 ans qui n'a pas déclenché de conflit, notamment au Moyen-Orient. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque Trump arrive au pouvoir, il demande à ses conseillers combien nous avons dépensé dans nos guerres à partir de 1990 jusqu'à 2016, et ses conseillers lui disent eh c'est une fourchette entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars. Donc lui, Trump, un bon businessman, il fait 2 colonnes, perte et profit, il dit quoi? 10 000 milliards de dollars, on arrête tout. Et ça va plaire beaucoup aux Arabes. Il a été très populaire, très impopulaire au début, mais après, il est devenu très populaire. Ce qui l'a rendu populaire aussi, c'est lors de ses interviews, lors de sa campagne électorale, il avait clairement été interrogé sur la politique américaine au Moyen-Orient. Il dit, vous savez, moi, je suis quelqu'un de basique, je vois que nous avons dégommé Saddam Hussein, nous avons dégommé Kadhafi, et là, nous sommes en train de vouloir dégommer Bachar el-Assad, mais les deux expériences ne nous ont pas servi de leçon, ça a été le chaos. Ça s'est retourné contre nous et on a foutu le bordel, excusez-moi l'expression, dans la région. Donc ça, avec moi, ça sera terminé. Voilà. Trump perd les élections. Il ne reste plus que le deuxième soutien de MBS au Moyen-Orient, le soutien étranger, et qui est la puissance russe. Voilà. Et c'est pour cela aussi que tous les autres pays, comme l'Égypte, qui subit une pression phénoménale des Américains pour qu'elle vote des sanctions, pour qu'elle se retire des accords qu'elle a signés, de nombreux accords qu'elle a signés avec la Russie durant ces 10 années dont je vous ai parlé, refusent. Alors bien sûr, il y a eu des ventes d'avions de 4e génération qui ont été annulées, mais les Égyptiens refusent toujours de se couper de l'alliance, parce que c'est une véritable alliance qu'ils avaient scellée avec les Russes, comme les Émiratis. Pareil. Et on a vu l'Égypte et les Émiratis venir en Ukraine avec Mohamed Ben Salman, avec un certain succès pour le prince héritier, en tant que médiateur dans la guerre. Et MBS avec un certain succès, comme je viens de vous le dire, puisqu'il est arrivé à faire libérer, lors d'un échange de prisonniers, des mercenaires occidentaux, enfin des prisonniers ukrainiens, mais qui en fait étaient des mercenaires occidentaux, la plupart d'anciens des forces spéciales canadiennes, australiennes, américaines, britanniques, tout ce que vous voulez.
Voilà, mais ça c'est l'œuvre d'MBS. Ça lui a servi aussi de se redorer le blason auprès de l'administration Biden pour démontrer qu'il était incontournable. Et là, il est en position de force. Je parle beaucoup de l'Arabie Saoudite parce que c'est le pays phare, hein, c'est le pays le plus riche, c'est lui qui est en train de remodeler le Moyen-Orient avec ses alliés Sisi et ses alliés émiratis, même s'il y a quelques petites dissensions ces temps-ci, mais bon, ça c'est passager. Mais voilà. Donc la ligne elle est claire, la grille de lecture elle est claire. Donc à partir de là, aucun pays du monde arabe n'a changé sa politique de partenariat, voire d'alliance, comme je vous l'ai dit, avec la Russie. Et la Russie est toujours influente au Moyen-Orient, quoi qu'on en dise, avec un autre exemple. Dernièrement, vous avez pu voir les infos, puisque vous êtes des personnes informées, je pense, et la Syrie vient d'être réhabilitée et revenue dans la Ligue arabe. Alors on a dit beaucoup que c'était l'œuvre d'MBS, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est l'œuvre de 10 ans de négociations des diplomates russes. Aidés en cela avec leurs alliés algériens, égyptiens encore une fois, et émiratis. Ça on oublie de le dire, mais si la Syrie est aujourd'hui revenue dans la Ligue arabe, c'est certes grâce à l'Arabie Saoudite, mais surtout aux efforts diplomatiques de la Russie depuis 10 ans. Donc vous voyez, en moins de quelques mois, il y a eu 2 victoires dans la région pour les Russes. Et c'est pas prêt de changer, loin de là. Voilà donc rapidement le panorama que je pouvais vous faire sur l'influence et le poids de la Russie, qui est inédite dans l'histoire, hein, parce qu'au début de l'intervention russe en Syrie, encore une fois, certains experts nous disaient ils ne connaissent pas la région, il suffit de connaître un peu l'histoire pour savoir que les Russes, la Russie se considérant comme la troisième Rome, l'héritière de l'Empire byzantin, a toujours eu un œil sur cette région. Et surtout que depuis Pierre le Grand jusqu'à l'Union soviétique, avec la stratégie de l'accès aux mers chaudes, les chercheurs, les espions russes ont toujours travaillé cette région. Ce que nous on appelle l'Orient compliqué, pour eux ça a été leur jardin de jeu, souvent. Donc ça on l'avait oublié. Et surtout, eux, ils ont une vision pragmatique et réaliste de la région. Et ça a beaucoup plu aux dirigeants actuels. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce que le message, c'est celui dont je vous ai dit tout à l'heure, il est clair. Nous ne sommes pas des Occidentaux, je me répète, mais c'est fait exprès. Pas d'ingérence, pas les droits de l'homme, la démocratie. Vous gérez vos pays comme vous voulez, donc on ne vous fera pas de leçons de morale. Mais à partir du moment où vous luttez contre l'islamisme, on peut être partenaire, et aussi des partenaires commerciaux. Donc c'est vrai qu'on a dit beaucoup que la Russie s'impliquait beaucoup en Syrie pour des raisons stratégiques, géostratégiques, avec le port de Tartous, le commerce des armes, les contrats commerciaux. C'est vrai tout ça, mais on oublie surtout que la Russie s'est impliquée en Syrie, et c'est la thèse de mon livre, pour une bonne et simple raison aussi, et qui est pour moi la principale, c'était la lutte contre l'islamisme. Parce qu'on oublie, mais la Russie est un empire, et une puissance musulmane, ça aussi on l'oublie. 15 millions de Russes sont musulmans, et ne sont pas des immigrés. Kazan, la capitale musulmane de Russie, a été fondée avant Moscou. Et l'islam a été présent en Russie avant la chrétienté. Donc ils connaissent très bien cette religion, et pour eux, dès 1990, et déjà ça commençait, vous voyez, on essayait déjà l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient essayé d'envoyer leurs imams un peu faire ce qu'ils font chez nous dans les mosquées. Et depuis 1990, les frères musulmans et le salafisme, les Russes ne disent pas salafisme, ils disent wahhabisme. Voilà. Donc c'est très clair comme ça. Les frères musulmans et le wahhabisme sont interdits en Russie. Le discours là aussi est très clair. Nous avons notre propre islam. Nous n'avons pas besoin des ingérences islamiques extérieures. Surtout, ils savent à qui ils ont affaire. Donc, leur intervention au Moyen-Orient et en Syrie particulièrement, c'était justement pour ne pas qu'il y ait à Damas un pouvoir frériste. Parce que la Syrie, c'est à 600 km du Caucase.
Et le Caucase, qui dit Caucase, dit Daghestan, dit Tchétchénie. Il ne fallait pas un exemple qui pouvait raviver les braises dans cette région-là, dans cette région musulmane russe. Voilà en gros pourquoi la Russie est aujourd'hui toujours très écoutée et un partenaire jugé comme beaucoup plus fiable que les Occidentaux. Ça aussi, on me l'a beaucoup dit, lorsqu'on me parle des Russes et des Occidentaux, on nous dit, surtout nous les Français, les Arabes me disent souvent, mais vous les Français, vous n'êtes pas fiables. Vous avez des alliés, vous les lâchez, toujours. Vous avez lâché chez vous même les pieds noirs, vous avez lâché les Harkis, vous avez lâché les chrétiens du Liban, vous avez lâché même votre allié israélien, les Arabes qui me disent ça. Hein. Ouais. Les Américains, c'est la même chose, on a vu les Américains avec les Kurdes. Et les Russes comprennent cette psychologie. Et dans le monde arabe, l'Arabe respecte son ennemi, respecte un ennemi, même si cet ennemi le combat. Et surtout, respecte cet ennemi si cet ennemi est fidèle avec ses alliés, qui sont aussi les ennemis de l'Arabe en question. Mais voyez, pour eux c'est un symbole de respect. Les gens comme ça, eux, ça leur plaît pas trop. Et les Russes ont compris cette psychologie, comprennent, comme je vous l'ai dit, ils ont une grande connaissance de la région et ont une parfaite connaissance, je vous l'ai dit, mentale de cette région. Et voilà, pour ces régions, pour toutes les raisons dont je viens de vous évoquer, raisons économiques, raisons géopolitiques et raisons psychologiques, c'est la raison pour laquelle les Russes sont encore très présents au Moyen-Orient et très écoutés. Et dans tous les dossiers, même en Israël. Regardez, Israël refuse toujours de vendre des armes létales à l'Ukraine, malgré les pressions américaines. Ils vendent des armes défensives, ils vendent du matériel médical, mais pour l'instant, les Israéliens résistent, ne veulent pas vendre des armes létales. Et pourtant, les Américains mettent la pression. Même Zelensky, lors de son discours à la Knesset, leur a fait la leçon. Bon, ça n'a pas dû leur plaire en plus. Mais voilà. Donc, vous voyez, la géopolitique, c'est tout simple des fois. Ce n'est pas qu'une question de contrat ou de leçon de morale. C'est souvent une raison de simple compréhension de la psychologie des gens à qui nous avons affaire. Dernière chose aussi, ce que j'ai entendu, et je finirai sur ça, c'est que dans cette grille de lecture, dans cette guerre, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des Arabes, des officiels, mais aussi des gens du peuple, me disent, bon, comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de vous ruiner, vous allez contre vos propres intérêts économiques, sociaux, etc. Ça, on le voit. Mais surtout, ça va accélérer votre chute. Écoutez bien, hein. Je l'ai entendu au Maroc, je l'ai entendu en Égypte, en Algérie. Le message est clair, vous êtes foutus. L'Occident, vous êtes foutus. Ça va accélérer votre chute. Parce que là, vous nous faites des leçons de morale, les droits de l'homme, la démocratie. Déjà, allez voir comment ça se passe dans vos élections. Regardez les élections américaines en 2020, regardez les élections en France, regardez le nombre d'abstentions. Vous viendrez nous faire des leçons de démocratie quand vous aurez soigné vos démocraties malades. Et surtout, vos nouvelles valeurs, là, les valeurs, droits de l'homme, tout ça, c'est bien, mais les nouvelles valeurs, là, LGBT, tout ça, c'est pas trop notre truc, quoi. Voilà. Donc, clairement, pour eux, à tort ou à raison, hein, l'Occident est sur le déclin. Et cette guerre va accélérer ce déclin. Alors, d'abord, Bachar el-Assad. Sur le plan international, d'abord, bon, pour tout vous dire, déjà, bon, il n'y a que l'administration Biden et la France qui refusent encore de parler à Bachar el-Assad. Les Allemands, les Espagnols, les services allemands, les services espagnols, les services italiens, ça fait depuis 2013 qu'ils parlent avec les services, qu'ils ont renoué discrètement, mais quand même, leur relation avec Bachar el-Assad. Pour la petite histoire, je vous rappelle que... Avez-vous entendu parler de l'affaire Valls-Squarcini? C'est dans les médias, c'est pas complotiste. L'affaire Valls-Squarcini, rapidement, mais ça veut dire beaucoup de choses sur l'affaire syrienne. Squarcini, c'est l'ancien responsable de la DGSI sur l'époque de Sarkozy. Donc en 2013-2014, Bernard Squarcini, donc ancien patron de la DGSI, est contacté par des services syriens, par ses amis des services syriens, qui lui disent, écoutez, nous la position française, elle est intenable, surtout au niveau diplomatique, on fait un effort, on a à notre disposition une liste.
une liste de Français qui sont venus combattre en Syrie et qui sont aujourd'hui dans Daesh et dans Al-Qaïda. Est-ce que vous la voulez? Alors Bernard Squarcini dit, écoutez, moi je suis plus aux affaires, je vais en référer à mon successeur. Donc il appelle immédiatement son successeur, qui lui dit, ok, oui bien sûr, il faut en parler, mais il faut passer par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve. Donc ils vont voir Bernard Cazeneuve qui dit, oui, oui, il nous faut cette liste, mais il faut passer par le Premier ministre qui était M. Valls. Ils vont voir M. Valls en lui disant, voilà, les services syriens font un geste, ils veulent nous donner une liste de Français qui sont aujourd'hui en Syrie, qui sont en train de combattre avec Daesh et Al-Qaïda, pour qu'on puisse les traiter ou, si nous voulons faire de la sous-traitance, que les services syriens les traitent. Et Valls a opposé un non catégorique. Il a dit, il est hors de question que nous reprenions langue d'une manière ou d'une autre avec Assad ou ses services. Et j'interdis quiconque dans mes services de prendre contact avec des Syriens, quels qu'ils soient. Donc fin de non-recevoir, Squarcini rapporte les propos de Valls à un des chefs des services syriens. Et pour la petite histoire, sur cette liste, il y avait les terroristes du Bataclan. C'est un scandale d'État. Hein. Il y a eu une commission d'enquête du Sénat, vous tapez affaire Squarcini-Valls. Vous voyez, je critique beaucoup les Américains, mais ça, un homme politique américain qui fait ça, sa carrière, elle est foutue aux États-Unis. Foutue. En France, on les recycle en tant que chroniqueurs, mauvais chroniqueurs, mais voilà. Et donc depuis, alors certes, nos services ne sont pas stupides, ils ont quand même leur petit réseau, mais c'est compliqué pour avoir ces infos justement sur ces Français présents en Syrie et en Irak. Mais c'est quasiment officiel. Jusqu'en février 2022, notre seule source d'information, la seule source d'information de nos services en Syrie, c'était les Russes. Sympa. Honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Ils seraient bien gentils, les Russes, de continuer, hein, avec tout ce qu'on leur fait. Mais je ne suis pas certain. Hein. Voilà pour la Syrie. Au niveau arabe, rapidement, ça fait très longtemps qu'on l'a dit, que c'était prévu, c'est une question, moi je l'avais écrit, c'est une question d'années, de mois, que Bachar el-Assad revienne sur le devant de la scène. Mais c'est une question de temps. La situation en Syrie économique est très, très grave, mais avec cette réhabilitation, les pays du Golfe vont revenir, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis sont revenus grâce aux Russes depuis 2018, ça a été les premiers à ouvrir leur ambassade en Syrie, et puis bien sûr les Chinois vont arriver pour essayer de reconstruire la Syrie. C'est compliqué la Libye, mais rapidement en Libye il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp de Tripoli, qui est aux mains des frères musulmans, et le camp de Tobrouk, qui est représenté par le maréchal Haftar. Maréchal Haftar qui est soutenu par la Russie, par les Émirats Arabes Unis, par l'Égypte et par l'Arabie Saoudite. Sous Trump, mais pas avant non, et après non plus. Aujourd'hui non plus. Ce n'était pas la même administration. Hein. L'administration de Trump était beaucoup plus réaliste. Ils avaient donné leur feu vert. C'est pour ça qu'il y avait eu l'attaque en 2018-2019. Bon, malheureusement, Haftar s'est révélé être un piètre stratège, et surtout que la Turquie est venue en renfort en amenant La Turquie est membre de l'OTAN et candidat à l'entrée de l'Union européenne, qui est venue avec des mercenaires djihadistes de Syrie, payés $2000 le mois, combattre contre Haftar. Petite parenthèse aussi, la France est complètement hors jeu. Nous avons foutu bien le bordel, mais la France est aujourd'hui hors jeu. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que discrètement, il y a eu une petite sursaut de réalisme, on a voulu aider Haftar. C'était très bien. Le problème, c'est que ça s'est su. Bien sûr, nos amis du Qatar ont fait monter ça en brèche. Et nous, nos diplomates, non, c'est pas vrai, nous devons Haftar. Oui, encore une fois, attitude pitoyable en diplomatie, alors que c'était avéré par tout le monde. Et à partir de là, nous ne sommes plus écoutés en Libye. Nous ne faisons même plus partie des négociations. Aujourd'hui, ceux qui sont au cœur des négociations, c'est l'Égypte et la Turquie. Et autour, les Russes et les Émirats Arabes Unis. Oui, à l'époque, en fait, les Américains sont arrivés à rouler tout le monde dans la farine, et même les Russes. Et pour la petite histoire, à l'époque, le négociateur russe de l'époque, c'était Evgeny Primakov. Important parce que c'est le plus grand orientaliste mondial, le plus grand connaisseur du monde arabe, et qui était russe. Un vrai spécialiste, on l'appelait le Kissinger russe.
et qui était arabisant, qui était vraiment un fin connaisseur de la région, et qui a été conseiller de Poutine jusqu'en 2015, jusqu'à sa mort. C'est vrai que Zelensky était invité par la Ligue arabe, notamment par Mohamed Ben Salman. Mais j'en suis persuadé, les Russes étaient au courant. Simplement, c'est une belle opération pour MBS, parce que, connaissant très bien, nous ne connaissons pas trop la mentalité arabe. Il y a très peu de gens qui la connaissent, mais par contre, eux connaissent très bien notre mentalité, et connaissant surtout la mentalité de nos dirigeants, de nos médias, etc., ils s'étaient dit, je vais faire un bon coup de com', ça va leur faire plaisir, et surtout, ça va apaiser leur colère par rapport à la venue, à la réhabilitation de Assad. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que tous nos médias sont tombés dans le panneau. Ils ont dit, Zelensky était là, un invité. Mais concrètement, il n'y a rien qui s'est passé, surtout que là aussi, M. Zelensky leur a fait la leçon, et ça, les Arabes, ils n'aiment pas trop non plus. Voilà. Et il n'y aura pas de suite. Hein. C'était juste une belle opération de com', encore une fois, de MBS. Voilà, un petit hocher lancé aux Occidentaux. Alors déjà, je vous dirais que les politiques de régime change, comme on appelle ça, on a vu ce que ça donnait, surtout dans cette région. Donc il vaut mieux éviter. Deuxièmement, pour répondre rapidement à votre question, pour l'instant, oui. Il a les reins très solides parce qu'il a fait vraiment le ménage chez lui. C'est-à-dire au niveau religieux, comme je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais au niveau politique. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun... rapidement, l'Arabie Saoudite, ça a été toujours une monarchie, on va dire, horizontale, consensuelle. C'est-à-dire il y a environ, on va dire, il y a 20 000 princes en Arabie Saoudite, et il y en a 10 000 qui sont très puissants, voire plus puissants que les Saoudiens, que la famille Saoud, la famille iranienne, et qui d'ailleurs jouaient leur jeu, leur propre partition au Moyen-Orient. D'où certains financements de certains groupes peu catholiques, si j'oserais dire. Ça a changé. Parce qu'à l'époque, justement, tous les rois successifs, les fils directs d'Ibn Saoud, qui sont tous frères, c'est pour ça qu'ils sont très vieux. Hein. Ibn Saoud a eu 57 enfants, hein, garçons. Donc, la politique était pour pas de vagues chez nous. On se réunit, on parle avec les chefs de tribus, les autres princes qui sont puissants, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent au Moyen-Orient. Voilà. À partir de 2015, c'est pour ça que je dis que l'Arabie Saoudite, d'après 2015, l'Arabie salmanite, on va dire, n'est plus la même qu'avant 2015 parce que c'est terminé. Pourquoi? Parce que déjà, le roi Salman a changé le système de succession. Avant, c'était une succession adelphique, c'est-à-dire de frère en frère. Et là, Salman, en 2015, il dit, bon, maintenant ça c'est terminé, le prince héritier, c'est-à-dire le futur roi, ça sera mon fils. Imaginez la gueule de son frère, hein. Enfin, du fils de son frère, parce que précisément c'est le fils de son frère qui devait être le futur roi. En plus, il se frottait les mains, puisque Salman avait 82 ans à l'époque, et qui était une puissante famille, les Naïef. Et celui qui devait être roi, c'était Ben Naïef. Ben Naïef, c'était très rapidement quelqu'un de très puissant. C'est un peu le Richelieu de là-bas. Il a été longtemps patron des services de renseignement saoudiens. Il a fait un peu le ménage lorsque les Américains lui ont demandé après le 11 septembre. Enfin, c'était quelqu'un de très puissant, de très écouté, de très rusé. Bon, aujourd'hui, il est en prison. Hein. Et les autres, ils ont fini soit comme Khashoggi, découpés, ou soit dans le désert, enterrés jusqu'au cou, bouffés par les scorpions. Donc, il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur MBS déjà. Et ça, c'est assez révélateur et ça rejoint le sujet de notre soirée. En 2018, je ne sais plus le mois, on n'entend plus parler. Il disparaît, MBS. Et là, il y a des rumeurs d'attentats. Je suis même pas moi, certains amis, même des services, ne sont pas arrivés à savoir exactement ce qui s'était passé. Bon, les infos qu'on avait, c'est qu'il y avait justement eu une tentative d'assassinat et qu'il avait été blessé. Et donc pendant 3, 4 mois, 5 mois, il disparaît. Et il réapparaît quand? Lors de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie, en juillet 2018, à côté de Poutine. C'était un message aussi, ça. Hein. L'accord, le récent accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il est clair. La Chine est le principal client de l'Iran pour le pétrole, et aujourd'hui le principal client de l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Donc le message, il est clair. Les enfants, vous arrêtez de vous taper dessus. Moi, je veux le calme. Je veux pas de guerre. Je veux du pétrole, parce qu'ils sont très friands du pétrole. Ils n'ont pas de pétrole, les Chinois. Je vous rappelle que la réserve stratégique de la Chine, il y a 3 ans, c'était encore 7 jours. Alors aujourd'hui, on dit que c'est 1 mois. Bon, il y a beaucoup de propagande là-dessus, c'est normal, guerre d'information. Mais il y a 3 ans, officiellement, c'était 7 jours. 7 jours, pardon, 7 jours. Vous ne pouvez pas faire la guerre contre les États-Unis avec 7 jours de réserve stratégique. Réserve stratégique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la réserve de pétrole en cas de crise grave. C'est-à-dire sur la réserve sur laquelle vous pouvez vous appuyer s'il n'y a plus d'approvisionnement. Les Américains, c'est 6 mois. Hein.
Ils peuvent faire plusieurs guerres en 6 mois dans n'importe quel pays parce qu'ils sont producteurs de pétrole et parce qu'ils ont une réserve stratégique de 6 mois. Les Chinois, encore une fois, il y a quelques années, c'était 7 jours. Et aujourd'hui, ça serait 1 mois, mais ce n'est pas encore sûr. Ils brûlent tellement de pétrole qu'ils ont besoin de pétrole. C'est pour ça qu'il leur faut absolument aucune guerre au Moyen-Orient. Ça change des Américains. Donc encore une fois, pour résumer, je pense qu'ils sous-traitent au niveau politique parce qu'ils ne connaissent pas trop cette région. Et puis ils ont beaucoup de musulmans chez eux et on sait comment ils s'en occupent. Ils laissent faire plutôt les Russes, qui sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus réalistes dans cette région. Par contre, il y a beaucoup d'accords entre, par exemple, l'Égypte et la Chine au niveau du terrorisme, de la lutte antiterroriste. Beaucoup d'échanges d'ailleurs, l'Égypte a livré certains militants ouïghours. On a fait passer ça pour des pacifistes, mais non, c'était des militants terroristes ouïghours à la Chine. Donc il y a une grosse coopération sur la lutte antiterroriste. Et la Chine arrive avec sa puissance financière, elle peut payer, elle leur achète les... Vous savez, et pour résumer ce que vous avez au début de votre question dit, mettez-vous à la place d'un stratège chinois. Vous voyez vos trois principaux rivaux géopolitiques, que sont les États-Unis, l'Europe et la Russie, s'entre-déchirer en Ukraine. Ben, vous vous frottez les mains. Hein. C'est Sun Tzu. Hein. Le meilleur stratège, le meilleur général, c'est celui qui gagne une bataille sans avoir commencé le combat. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors d'abord pour l'Amérique du Sud. Il y a une vieille tradition en Amérique du Sud sur l'anti-américanisme. C'était la chasse gardée des États-Unis pendant très longtemps, encore aujourd'hui. Hein. Donc très naturellement, on le voit, toutes les oppositions anti-américaines, qui sont soit au pouvoir ou soit dans l'opposition, restent proches. L'exemple le plus frappant, c'est le Venezuela, Cuba, mais Venezuela aussi, reste proche de la Russie. Et aucun de ces pays n'a voté de sanctions contre la Russie aussi. Ensuite, pour la région Indo-Pacifique, les pays autour de... Bon, là, ils sont préoccupés par la Chine, qui achète leurs mines, qui achète leurs sociétés, qui commence à faire naviguer leurs vaisseaux de guerre au large de leurs côtes. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on fait beaucoup du Taïwan. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les journalistes m'interrogent sur un conflit à Taïwan, je les refroidis parce que je leur sors l'histoire de la réserve stratégique. Donc les Chinois savent très bien qu'ils peuvent faire engager un conflit contre les Américains, quel qu'il soit, avec 1 mois de réserve stratégique. Le jour où ils dépasseront cette réserve, qu'ils arriveront, ils y travaillent hein, pour faire augmenter cette réserve stratégique, là on aura du succès à se faire. Mais en plus, la deuxième chose, c'est que Taïwan, là encore une fois, c'est la stratégie Sun Tzu, ils n'ont même pas besoin de faire la guerre, dans quelques temps, le tombera comme un fruit mûr. 70% des sociétés taïwanaises sont aux mains des Chinois. Donc c'est qu'une question de temps pour eux. Erdogan est très populaire dans le monde arabo-musulman, mais chez les islamistes. Pour eux, c'est le nouveau calife. Hein. Et il est très malin. C'est un homme d'État, Erdogan. Hein. Nos petits politiciens auraient beaucoup de leçons à prendre de lui. Et le dossier syrien, c'est un dossier, entre autres, parce que le dossier libyen aussi, où il est très impliqué. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec son allié principal, le Qatar, ils ont échoué partout dans leur stratégie à mettre en place des frères musulmans dans les capitales arabes. Mais il reste toujours dans toutes les négociations, en Syrie, en Libye, je vous l'ai dit. Et ça lui permet, pour revenir à la Russie, d'avoir toujours un biscuit à négocier avec les Russes. En fait, pour résumer la stratégie turque en Syrie, c'est de pouvoir réinstaller les millions de réfugiés qu'il y a en Turquie dans cette zone au nord de la Syrie. Mais voilà, c'est un facteur des négociations dans de nombreux autres dossiers, avec notamment la Russie. Et les autres pays, avec l'Égypte par exemple en Libye, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Mais il reste, même s'il a perdu la partie, il reste toujours important, il joue sa partition avec beaucoup de finesse, et il faut compter avec lui. Et pour la petite histoire, je vous rappellerai que les vrais spécialistes militaires européens et occidentaux, honnêtes, pas ceux qui vous sortent les élucubrations tous les soirs, là, ils vous le disent. J'ai dernièrement écrit un article sur le sujet. Le risque de conflit de haute intensité, le seul risque de conflit de haute intensité en Europe où le continent serait impliqué, c'est pas la Russie, hein, c'est la Turquie. Allez voir du côté de Chypre. Chypre qui fait partie de l'Union européenne, mais qui ne fait pas partie de l'OTAN. Comment réagiront
les Européens si Erdogan décidait d'avancer sa ligne, parce que je vous rappelle que que la Turquie occupe Chypre depuis 1974. Une partie, le nord. Voilà, le nord. De manière totalement illégale sur le plan du droit international. Mais bon, on ne lui dit rien parce que c'est l'OTAN. Et puis c'est un allié. Mais voilà, comment réagiront les Européens? Est-ce qu'ils auront autant d'enthousiasme qu'ils le font pour l'Ukraine? On verra bien. Petite histoire, 2019, vous avez entendu parler de ça, le navire français qui a été visé par un navire turc. Je vous rappelle que la Grèce, la France et Chypre sont allés au créneau à Bruxelles pour dire oh, il faut voter des sanctions là. C'est grave. Il n'y a eu aucune sanction de l'Europe, de l'Allemagne on va dire. Et vous savez pourquoi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les seules sanctions, les seuls qui ont arrêté Erdogan à l'époque, eh ben, c'est M. Trump. Non, mais ça l'a arrêté de suite. Ah non, les sanctions américaines ont arrêté de suite l'agressivité turque. Et ça s'est arrêté de suite parce que Trump et Mike Pompeo, son secrétaire d'État, ont dit maintenant tu te calmes parce que tu fais partie de l'OTAN, tu t'attaques pas à un certain nombre de l'OTAN et c'était une manière de le sanctionner pour d'autres dossiers. Parce que là aussi on vous a sorti des belles histoires, c'est le meilleur ami de Trump, c'était tout faux tout ça. Vous savez, toutes les guerres se terminent un jour. Lorsque les Américains auront bien vendu leur gaz de schiste aux Européens, que nous, je vous rappelle quand même qu'on s'interdit à l'exploiter, pour des raisons environnementales. Lorsqu'ils auront bien vendu leurs armes aux Européens, sympa, les Polonais qui achètent des F-35, les Allemands qui achètent des F-35 au lieu d'acheter du Rafale. Bon, merci nos amis européens. Et lorsqu'ils auront compris que dans le grand jeu, et là on ne va pas remonter à Mackinder et Kissinger, que dans le grand jeu face à la Chine, qui est le véritable danger pour les Américains, il est complètement stupide de se mettre à dos les Russes, ils vont négocier. Ils vont dire à Zelensky, vas-y, tu peux négocier, parce que je vous rappelle que c'est les Américains qui se sont opposés à toutes les négociations. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Mme Merkel, M. Hollande et l'ancien Premier ministre israélien. Vous pouvez vérifier. Hein. Donc à partir de là, et là en plus les élections approchent, parce que ça aussi on ne vous le dit pas dans les médias, mais la guerre en Ukraine est très impopulaire aux États-Unis. On est passé à 60% d'avis défavorables, en gros, et M. Trump en rajoute. Qu'est-ce qu'on fout dans ce guêpier, pour être poli, et les Américains suivent ce courant-là. Donc les élections approchant, lorsque les Américains diront à Zelensky, tu négocieras, va négocier, ça va négocier. Le résultat sera ce que les Russes auront atteint 70-80% de leur objectif. Ils posséderont toujours 1/5 du territoire ukrainien. Les Européens se seront super affaiblis et complètement coupés des Russes, leur principal partenaire géostratégique. Et dans cette histoire, et les Américains, après ça c'est notre volet, les Américains avec leurs problèmes économiques, politiques, on va voir ce qui va en sortir, on verra ce qui en sortira. Et ce que je disais tout à l'heure, qui se frotte les mains? Les Chinois. Hein. Dernière chose, on finit, parce que les BRICS, très important, et c'est pour conclure, rien que dans le monde arabe, il y a plusieurs pays qui sont candidats aux BRICS. L'Algérie, pas étonnant. Maroc est en négociation, je crois. Maroc, c'est discret, mais ils sont en négociation. Par contre, officiellement, Algérie, l'Égypte, allié des Américains, ancien allié des Américains, et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Voilà. Merci beaucoup, et encore une fois.